Oui, bonjour. Donc, merci d'être présent à ce webinaire sur la création de valeur dans la téléphonie mobile. Très rapidement, je vais présenter. Donc, je suis Éric Jaillet, directeur adjoint du consulting de Crystal Décision, et je suis accompagné de Philippe Delac, qui est expert télécom chez nous sur ce sujet. En deux mots, je vais présenter Crystal Décision. Donc, Crystal Décision, nous sommes une entreprise d'optimisation des coûts spécialisée dans les frais généraux. Les principales familles sur lesquelles nous allons travailler, c'est bien sûr les télécoms, mais également l'assurance, l'énergie, les déchets, la flotte automobile et la propreté. Voilà. Nous avons la possibilité également d'élargir ce scope lorsque c'est nécessaire. Mais notre principe est d'avoir un expert dédié sur chacun des sujets que je vous ai présentés. Voilà pour Crystal Décision. Je vais laisser Philippe Delac débuter la première partie, qui est sur l'état du marché, sur lequel nous allons vous présenter un peu notre vision. Puis nous allons parler de la mutation de la décision en entreprise et enfin de la création de valeur via la téléphonie mobile. Philippe. Voilà, donc je vais commencer sur l'état du marché. L'objectif de cette première partie, c'est de vous présenter un rapide état des lieux du marché qui a connu, comme vous le savez, pas mal de chamboulements ces dernières années. En effet, depuis l'arrivée de Free, notamment en 2012, les marges des opérateurs ont fortement chuté. L'EBIT d'Orange, par exemple, est passé de 17,5% en 2011 à 9,3% en 2012, celui de Bouygues de 10,4 à 2,3. En même temps, les besoins des investissements en investissement restent élevés pour continuer le déploiement de la fibre, déployer le réseau 4G et même préparer la 5G. D'autres événements aussi sont venus impacter les marges des opérateurs, comme la baisse continue et même bientôt la fin des frais de roaming en Europe. Une des dernières vaches à lait des opérateurs. Bruxelles, en effet, souhaite la construction d'un marché unique des télécoms en Europe. Et ainsi, le nombre des utilisateurs étant limité, il y a déjà plus de 80 millions de cartes SIM en France. La prise de part de marché passe soit par de l'agressivité tarifaire, comme peut le faire par exemple Free chez les particuliers, soit par de la création de services permettant d'augmenter l'ARPU, qui est le revenu moyen mensuel par utilisateur. En même temps, les opérateurs ne sont plus les seuls à diriger le marché. D'autres intervenants prennent une place de plus en plus importante. Tout d'abord, les équipementiers, à l'instar de sociétés comme Sigfox ou Covisio, par exemple, qui développent des réseaux cellulaires bas débit dédiés à l'Internet des objets. Ils viennent donc directement concurrencer les opérateurs sur leur marché. On a aussi les développeurs d'applications, et même Orange s'y est mis d'ailleurs, puisqu'ils ont créé une entité Orange Application for Business, qui est une entreprise de services numériques afin de répondre aux nombreux besoins de ses clients dans ce secteur. Et enfin, on a évidemment les fabricants de terminaux comme Samsung et Apple pour les plus gros. Aujourd'hui, au sujet des terminaux, on constate que la décision stratégique d'une entreprise se fait moins au niveau du choix de l'opérateur, mais plus justement au niveau du choix du terminal. En effet, celui-ci est aujourd'hui un vrai outil de productivité, comme vous le savez, démocratisé au sein de l'entreprise et qui doit répondre à un certain nombre d'attentes. Certains fabricants, comme Apple, réfléchissent même à l'idée de proposer leur propre carte SIM afin de venir concurrencer directement les opérateurs sur leur cœur de marché. Au final, donc on est donc passé d'un acte d'achat banal, quand BlackBerry finalement était quasiment seul sur le marché des smartphones, à un acte d'achat stratégique dont le choix peut être pris tout en haut de la hiérarchie. Ensuite, l'arrivée des premiers iPhones avec écran tactile en 2007 a aussi fortement chamboulé le marché des télécoms et des smartphones. BlackBerry, qui était hier le leader incontesté sur le marché de l'entreprise, est sur le point de disparaître, enfin au moins dans sa partie hardware, et avec lui aussi l'idée finalement du smartphone bon marché. Les subventions sur les terminaux proposés par les opérateurs ont aussi baissé ces dernières années en raison, entre autres, de la baisse de l'ARPU, et depuis, évidemment, l'arrivée de Free il y a quelques années. Aujourd'hui, un terminal nu sans subvention peut coûter le prix d'un ordinateur, 600, 700, même plus de 800 € pour les iPhones.
Si vous ajoutez à ça, donc au prix du terminal, les services qui vont avec, les abonnements communication, les MDM, les applications, la possibilité de faire du surf à l'étranger, et qui coûte très cher, la gestion de la sécurité, vous arrivez à un outil avec un coût de possession extrêmement élevé. Et en plus d'être un équipement qui coûte cher, le smartphone s'est aujourd'hui démocratisé au sein de l'entreprise. On est évidemment bien loin du BlackBerry qui était réservé aux seuls membres du COMEX. Aujourd'hui, donc, on voit régulièrement des flottes où entre 80 voire 100% des lignes sont des smartphones. En plus, avec les options modem aujourd'hui, les smartphones peuvent même remplacer les cartes 3G. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des constructeurs comme Apple et Samsung sont aujourd'hui au centre du jeu. Apple même, après avoir conquis le marché des particuliers partout dans le monde, fait tout pour devenir aussi le leader sur le marché des entreprises. Évidemment, tout cela a chamboulé l'écosystème autour de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, on observe une mutation, une vraie inversion des rôles sur ce marché. L'opérateur qui était avant au centre du jeu, car il subventionnait entre autres les terminaux, est aujourd'hui un acteur parmi d'autres. Le client, aujourd'hui, est de moins en moins dépendant de l'opérateur. Dans le nouvel écosystème, c'est le client qui fixe les règles et vers qui se tournent toutes les attentions. Aujourd'hui, on est moins engagé contractuellement, on peut acheter des terminaux en direct, on peut aussi trouver des solutions de MDM en direct sans passer par l'opérateur. Il est aussi très facile de changer d'opérateur. Et tout cela, finalement, pose un problème, un nouveau problème pour les entreprises, celui de la multiplicité des acteurs externes et des interactions, finalement, entre eux. Alors qu'avant, le client gérait la relation avec son opérateur, il doit maintenant gérer la relation avec de multiples fournisseurs, comme vous pouvez voir sur les schémas. Tout cela complexifie évidemment la prise de décision en interne et fait qu'aujourd'hui, de nombreux intervenants ont leur mot à dire sur la gestion de cette dépense. On observe une mutation de la prise de décision en entreprise autour de ce sujet et les stratégies achats finalement sont donc en forte évolution pour répondre aux besoins des entreprises. Alors justement, sur l'évolution de ces stratégies d'achat, on va voir la manière dont l'entreprise évolue et les changements que l'on a pu observer et qui vont permettre de créer de la valeur par derrière. Donc sur la partie, ce qu'on constate, c'est que l'acte d'achat en téléphonie mobile, maintenant, s'installe vraiment dans le cœur de la stratégie de l'entreprise. En effet, historiquement, la téléphonie mobile était gérée souvent par les achats. La majorité des utilisateurs avaient un téléphone sans connexion data. Et comme on le disait tout à l'heure, le management était plutôt équipé de BlackBerry avec éventuellement un COMEX qui avait des iPhones de manière à pouvoir distinguer un petit peu. Dans ce cas-là, les achats géraient l'intégralité de la chaîne de décision et s'appuyaient sur la partie DSI, le serveur BES des BlackBerry, mais ça se limitait à là. Et puis souvent, on voyait que le COMEX n'avait même pas de MDM pour gérer ses iPhones et était géré personne par personne. Dans ce cas-là, il n'y avait aucune décision impactante pour le business, puisque la principale problématique, c'était la gestion du poste de coût. Et la chose était devenue de plus en plus aisée avec la forfaitisation grandissante de ces postes de coût, puisque au départ, on avait, je vous ai toujours rappelé du fameux forfait Optima qui évoluait en permanence en fonction de la consommation, puis on allait de plus en plus vers des forfaits limités, donc forfait limité sur la voix en France, voix et data, et puis maintenant on est sur l'international. Mais voilà, on était dans un achat de commodité, et pour nous, la fin de BlackBerry a un peu bouleversé cette stratégie d'achat, avec 6 principaux facteurs qui expliquent ce bouleversement. Le premier, c'est que la part de marché des smartphones dans les entreprises a très fortement progressé ces derniers temps, comme on vient de le dire. Le deuxième, c'est que, et là on parle plutôt d'OPEX, c'est que le coût d'utilisation du terminal a fortement augmenté. Alors que sur un BlackBerry version 7, celui-ci était très peu consommateur de données, tout était compressé, première chose, et deuxièmement, c'était pas très sympathique de surfer, donc ça limitait énormément le coût. Les nouvelles maintenant en version des smartphones ont fait vraiment exploser les volumes. Selon nos estimations, en moyenne, on a un facteur de 1 à 10
sur la consommation de données. Alors, en France, l'impact est finalement assez limité en termes de coûts du fait de la forfaitisation que l'on a vu auparavant, mais à l'international, les utilisateurs ont vu leur facture fortement évoluer à la hausse. En termes de CAPEX, et donc finalement de coût d'achat des terminaux, on a eu aussi une forte hausse qu'on attribue entre autres alors, à l'évolution technologique et au manque de concurrence, puisqu'au final, on a deux opérateurs deux constructeurs qui sont en concurrence, Apple et Samsung principalement, mais aussi à la baisse en fait des subventions qu'ont opéré les opérateurs et qui est directement liée à la baisse de rentabilité de ces opérateurs. Alors, est-ce que c'est la fin du terminal à 1 euro? Pas forcément, mais on se rapproche. Et de plus en plus, les entreprises qui veulent avoir un terminal, même moyen de gamme, doivent investir des sommes assez importantes et n'y sont pas préparées parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui fait que le sujet devient de plus en plus important, de plus en plus impactant, et donc remonte en COMEX pour être discuté. Le quatrième point est l'aspect plutôt statutaire qu'on avait au début des années 2000, où un BlackBerry était un élément de différenciation dans l'entreprise. Maintenant, avec la généralisation des smartphones, c'est plus du tout le cas, car la grande majorité des cadres sont équipés de smartphones, et cette généralisation s'étend maintenant aux employés, car la téléphonie devient un vrai outil de productivité. Et voilà, ça entraîne des nouvelles interactions dans le monde de l'entreprise. Le cinquième point, c'est l'élargissement des acteurs décisionnaires, puisqu'on parle de business, d'impact business, avec des solutions, et ben, ça oblige à en discuter avec plus d'intervenants. Le fait avant d'avoir juste un téléphone pour appeler, est moins impactant que d'avoir un téléphone qui va rentrer dans le processus de vente, par exemple. Et le dernier point, c'est la complexité de gestion des smartphones, qui nous amène à parler du TCO. En effet, la maîtrise du TCO, pour nous, est vraiment un point qui est très important pour lancer des projets créateurs de valeur. Les économies qu'on va pouvoir générer ne se concentrent pas juste sur la partie négociation. Il faut réfléchir à l'ensemble de valeur. Alors que quand vous regardez là les chiffres, il y a la partie opérateur et la partie matérielle qui vont représenter entre 60 et 70% du coût, mais il y en a entre 30 et 40% des coûts qui sont à d'autres endroits et qui ne sont pas du tout gérés parce qu'on n'imagine pas. Le coût d'un MDM, le coût de la gestion de la flotte, le coût de la DSI qui ne fait qu'augmenter parce que les terminaux sont de plus en plus compliqués et ce sont des PC et qui nécessitent de la sécurité, qui ont des bugs, qui nécessitent une hotline, qui nécessitent des vrais projets de migration lorsqu'il faut changer. On a des téléphones qui ont beaucoup de valeur et qui cassent plus facilement qu'auparavant. La question doit se poser de savoir si je prends une assurance ou si je gère ma casse au cas par cas. Les achats restant toujours impliqués sur la partie négociation et réflexion stratégique. Donc ce sont des éléments qui sont rarement maîtrisés et gérés totalement dans l'entreprise. Et pour nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que donc pour avoir une bonne maîtrise, si on n'a pas de bonne maîtrise de ce fameux TCO, on prend des risques dans la prise de décision et la communication qu'on fait avec nos collaborateurs. En termes justement de communication que l'on a avec les collaborateurs, la difficulté des projets télécoms réside dans le fait que ces acteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Les acteurs prenant part aux décisions sont de plus en plus nombreux, car l'objectif de ces projets en téléphonie n'est plus simplement de téléphoner et de récupérer ses mails, mais donc d'avoir un impact business, comme on disait auparavant. Il y a un choix qui est assez structurant, qui est le choix de l'OS. Les fonctions métiers ont de plus en plus leur avis sur la question. Par exemple, un directeur commercial va souhaiter équiper ses commerciaux de tablettes. L'aspect RH qui est de plus en plus structurant avec
est-ce que j'autorise le Bring Your Own Device ou pas? Est-ce que je mets des options seuil de manière à limiter l'impact coût et à laisser de la liberté à mes salariés, mais quel est l'impact social que je vais avoir? Est-ce que je mets sur la fiche de salaire un avantage à nature pour mes salariés et comment est-ce que je le gère? Mais voilà, on a aussi un impact de ROI au niveau de la finance et des achats. Voilà, l'ensemble en fait des acteurs de l'entreprise est impacté. Et donc on assiste à une complexification de la prise de décision du fait du nombre d'interlocuteurs, des interlocuteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ces interlocuteurs n'ont pas les mêmes objectifs et on a un sujet qui devient de plus en plus technique. Donc, ce qui est très important dans ces projets, c'est de réussir à créer du lien entre ces différents interlocuteurs et à les faire parler, de manière à ce qu'on ait une décision qui soit cohérente, qui en sorte. On a vécu un cas là récemment chez un de nos clients qui est l'entreprise Devant les Lacoste. L'entreprise était équipée avant notre intervention principalement de BlackBerry pour ses collaborateurs et d'iPhone pour les directeurs. Le niveau de satisfaction des employés était très faible car on était sur du BlackBerry 10. Celui-ci était peu ergonomique. Il y avait au niveau des achats, il était aussi assez insatisfait parce qu'il y avait un niveau de casse important avec une dalle écran qui répondait pas aux besoins, qui frisait souvent, et un catalogue applicatif qui était assez limité, ce qui fait que les projets business à mettre en place ne voyaient pas le jour. Donc le choix initial avait été fait pour des raisons de coût, avec un terminal qui s'approchait de 1 € et de praticité liée à l'historique de la situation. Et lorsqu'on est intervenu, l'ensemble des intervenants souhaitaient sortir du scénario BlackBerry. On a donc interrogé tout le monde. Donc la DSI voulait un OS unique et avait validé Apple pour des questions de sécurité. Le corporate avait dit qu'il ne souhaitait pas de Windows Mobile. Aux US, il y avait des tests qui avaient été faits dans les magasins avec des tablettes Samsung. Donc au final, et comme dans beaucoup de cas, on s'est retrouvé sur une compétition entre Apple et Samsung. Et donc là, quand on regardait en termes de gamme de prix, sur le moyen et le haut de gamme, Apple et Samsung avaient à peu près le même niveau de tarifs, mais ça nécessitait un investissement assez important. La différence, c'est que Samsung a été capable de proposer un scénario qu'on qualifiera un peu de bas de gamme, avec un terminal à 1 € et la gamme à 3. Ce qui permettait éventuellement de limiter le coût, mais qui ne répondait pas aux attentes premières, d'apporter un peu plus de satisfaction et de qualité au client final. À cela s'ajoutait l'investissement dans un MDM pour gérer l'ensemble de ces smartphones, puisque comme avant ils étaient sur BlackBerry, ils géraient ça avec le BES. Il y avait des projets business qui étaient en cours mais qui n'étaient pas aboutis, et la décision avait du mal à se prendre. Donc c'est remonté au niveau général, qui lui a fait le choix de la 3 parce que les projets business n'étaient pas encore mûrs et que l'entreprise n'avait pas budgété un investissement aussi important, on parlait de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le client a donc repoussé son investissement à son prochain renouvellement en ayant conscience des impacts, notamment d'un point de vue RH, voilà, mais en ayant aussi conscience de l'effort qu'il devrait faire la prochaine fois pour se mettre un peu à niveau. Donc, si l'OS et le terminal sont de plus en plus un choix compliqué à réaliser, c'est parce qu'ils sont au socle de la création de valeur dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie avec les différents sujets créateurs de valeur que l'on peut voir. Donc, notre expérience sur ce sujet nous amène à dire que le mobile permet des gains en efficacité des processus, en productivité individuelle, en satisfaction client, en motivation des salariés et en qualité projet. Et nous avons choisi d'illustrer le propos selon 4 grandes thématiques qui sont le collaborateur, les applications, les objets connectés et la gestion. Alors sur le premier sujet, donc le collaborateur, la téléphonie mobile, si elle est bien choisie, bien gérée, est évidemment créateur de valeur, de productivité pour l'entreprise. C'est par cette voie d'ailleurs que la création de valeur est entrée dans l'entreprise. Alors elle permet plusieurs choses. Elle va permettre d'apporter de la flexibilité à ses salariés. Une personne équipée d'un smartphone pourra consulter ses mails partout et tous les jours et ainsi répondre plus rapidement. Le téléphone mobile permet aussi d'augmenter les performances de ses salariés. Une étude
à l'initiative du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chiffré à 22% le gain de productivité moyen d'un salarié en télétravail, grâce notamment à une réduction de l'absentéisme, à une meilleure efficacité et à des gains de temps. Le smartphone aussi, grâce aux nouvelles options modem, accroît aussi la mobilité des salariés et leur capacité à travailler de partout et à n'importe quel moment. Enfin, dernier point, le téléphone, c'est évidemment aussi un sujet de motivation de ces salariés. Alors là, c'est évidemment moins quantifiable, mais ça n'en reste pas moins certain. Une flotte d'iPhone sera beaucoup plus utilisée en termes de consommation data qu'une flotte de terminaux à 1 euro. Donc ça, c'était d'un point de vue collaborateur, d'un point de vue des applications, et ce qui est un sujet qui est en plein développement chez nos clients. On peut générer une vraie performance qui, cette fois, va être quantifiable. Ainsi, on estime qu'en 2017, il y a 70% des connexions au système d'information d'entreprise qui se feront à partir d'un téléphone mobile. Les applications peuvent être développées spécifiquement pour une entreprise ou correspondre à un produit de masse. Tout d'abord, nous allons parler des applications entre guillemets de confort qui n'ont pas de véritable ROI, mais qui participent à la facilité de vie des salariés. Vous imaginez tous ce que c'est que travailler dans une tour à la Défense, mais également dans une entreprise de taille certaine. Et à chaque fois en fait que l'on cherche une salle de réunion, on voit des collaborateurs qui se perdent dans les couloirs, qui n'arrivent pas à trouver leur salle. Et si jamais tout le monde était équipé dans son smartphone d'une petite application qui permettait de se géolocaliser et qui avait le plan de l'entreprise, ça permettrait beaucoup plus facilement de trouver sa salle de réunion. Et certes, c'est pas grand-chose, mais ça participe au confort du salarié. Et la principale problématique à laquelle on se heurte, c'est quelle est la valeur d'une telle application et qui en paiera le prix. Et en effet, quantifier des économies générées par une telle application, c'est quasiment impossible, mais on parle de valeur douce et de confort pour chacun des utilisateurs. Mais voilà, ça, je dirais que c'est plus... il n'y a pas de rentabilité effective. On va parler plus d'applications qui, elles, participent au vrai business. Alors la première, c'est les applications CRM. L'enjeu, c'est de fournir un accès rapide et facile aux données de reporting de l'entreprise, par exemple sur tablette, à partir d'une interface qui sera quand même conviviale. La solution qui offre une couche de visualisation pour accéder via des connecteurs aux différentes applications décisionnelles installées dans l'entreprise, telles que SAP, que Crystal Report, que Microsoft Reporting. De telles solutions sont par exemple utilisées par le groupe Pernod, avec d'une part le COMEX qui pilote l'activité sur iPad, avec tout ce qui est vente et marque par région, et puis d'autre part les commerciaux qui ont leurs indicateurs terrain en fonction de leurs clients et de leur territoire. Et cette structure se retrouve dans pas mal d'entreprises avec d'un côté les tableaux de bord pour les managers et de l'autre les indicateurs terrain exploités par les équipes. Nous avons aussi récemment déployé chez un de nos clients qui est le groupe Novartis un peu plus de 1000 iPads auprès de visiteurs médicaux. L'objectif c'était de remplacer la documentation papier qu'ils avaient et ça a permis une meilleure gestion de la relation des médecins prescripteurs visités. Ça a permis une présentation des documents promotionnels relatifs aux campagnes des produits pharmaceutiques avec des supports visuels ou vidéo, avec la possibilité de créer des checklists pour connaître l'état de connaissance du médecin sur le produit, avec la possibilité d'insérer des traitements, des objections pour aider le visiteur médical et à la fin de réaliser des enquêtes de satisfaction de manière à mieux connaître ses clients. Et puis ça permet aussi un reporting décisionnel avec les données saisies par les collaborateurs qui sont centralisées dans un système d'information. Et ces données alimentent en temps réel finalement les tableaux de bord et ça permet de produire des indicateurs qui traduisent l'activité, les ventes et la connaissance réelle du client. Mais on parle aussi et ça c'est un sujet qui est déjà grand public et que tout le monde voit, la géolocalisation. Tout le monde connaît l'histoire d'Uber, c'est l'exemple même de la capacité de géolocalisation à générer un nouveau business
et a bouleversé un modèle en place avec les pauvres taxis qui n'ont pas vu ça arriver et qui, du jour au lendemain, se voient, entre guillemets, prendre leurs clients par des particuliers qui ont juste un téléphone dans la poche et qui arrivent à accrocher des clients de manière, en ayant un service impeccable. De manière générale, grâce à la géolocalisation, on a des solutions mobiles qui assurent beaucoup plus de traçabilité des actions, mais aussi plus de sécurité pour les collaborateurs, par exemple lorsqu'on est en travail de façon isolée. Ça permet aussi d'optimiser une gestion détournée. Là-dessus, la signature du patient ou du client d'un pli sur un terminal va entraîner une chaîne de traçabilité qui accélère considérablement la gestion des flux. Donc, c'est plus de traçabilité, de productivité, de réactivité, mais également plus de qualité pour le client final et le donneur d'ordre. Nous allons parler maintenant de paiement mobile. Là, on apporte de notre point de vue, vraiment on améliore en fait la relation commerciale avec l'aide de ces appareils. Et je vais prendre comme exemple les magasins Apple, les Apple Store. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais on est vraiment dans une expérience de client en mobilité. Ainsi, lorsque vous entrez dans un Apple Store, vous êtes accompagné par un vendeur, et ce vendeur a son iPhone, et son iPhone en fait est inséré dans une coque TPE, un Ingenico. Ainsi, on a donc la coque Ingenico qui fait office de TPE et l'iPhone qui fait office de caisse enregistreuse. Et ça permet d'éviter les attentes à la caisse. Ça permet de commander en rupture de stock, d'accompagner le client de bout en bout. Comme ça, si le client il a un doute à un moment ou un autre, je vais pouvoir lui dire écoutez, de l'orienter et m'assurer qu'il va payer jusqu'à la fin. Je vais pouvoir lui proposer plus de services via mon terminal parce que je vais pouvoir lui montrer des vidéos, lui montrer les différents produits. Je vais être comme ça, vraiment à son écoute, et il n'y aura pas de trou et ça ira vite pour lui. Et puis c'est aussi également très utile lorsqu'on a par exemple des boutiques éphémères ou des salons où j'ai plus de problème de TPE, puisque mon TPE finalement c'est mon téléphone. En termes de sans contact, ce qu'on dit aussi, c'est que par un mobile, le paiement sans contact donc permet de gagner du temps au sa solution de pH avec un prépaiement qui permet de paiement de l'ordre de 20 € par paiement. On peut parler de connaissance des usages clients et de marketing géolocalisé par exemple. Ce qu'on appelle le mobile street marketing, où je reçois une promotion lorsque j'arrive à proximité d'un magasin. Typiquement, la chaîne de restauration Hippopotamus utilise la géolocalisation pour remplir ses salles à l'heure du déjeuner à coup de promotion sur le mobile, en disant par exemple, voilà, vous êtes à 50 mètres d'un hippopotamus, on vous fait 20% si vous venez dans l'heure. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de déperdition des messages, ceux-ci sont envoyés aux clients à proximité, en insistant beaucoup sur cette notion, et donc on a beaucoup plus d'impact sur ces offres marketing. Dans un autre mode on peut parler des affiches communicantes de la RATP qui finalement n'ont pas été mises en place. On était en fait sur des affiches qui, lorsque vous passiez à côté de l'affiche, communiquaient sur votre Bluetooth et vous donnaient des informations relatives à votre profil et à ce que vous aimiez. Bon, ça a posé des problèmes de confidentialité et donc ça a fait un tollé, donc ça n'a pas été mis en place. Et ce qui montre, là encore, la possibilité de rapprocher l'utilisateur et l'entreprise grâce au terminal et avec derrière un usage qui peut aussi se faire avec du big data pour connaître les multiples usages des clients et en faire des schémas de données.
Nous allons maintenant passer au dernier point qui est la gestion. Voilà, donc la gestion, donc la bonne gestion de la dépense est évidemment créateur de valeur hein, pour les entreprises. Aujourd'hui, la téléphonie mobile, c'est une dépense qui est acceptée par les dirigeants d'entreprise, prévue au budget et qui est en constante augmentation. On estime à 2,5% l'augmentation moyenne annuelle de la dépense de téléphonie mobile au sein des entreprises depuis 5 ans. Donc une bonne gestion de cette dépense peut cependant permettre de dégager de la valeur au travers des économies réalisées. Ces économies pourront être réinvesties dans d'autres projets créateurs de plus de performances pour les entreprises. Donc, selon nous, ça passe par 4 leviers, donc la bonne gestion. Le premier levier, la négociation, les optimisations et le contrôle des factures. On le sait, hein, les tarifs évoluent, les règles changent, les catalogues des opérateurs évoluent vite. Il est donc impératif pour les entreprises de remettre à niveau leurs tarifs à peu près tous les 2 ans. Les parcs aussi évoluent beaucoup. Nous revoyons régulièrement des clients 2 ans après une première collaboration et qui ont vu la taille de leur flotte augmenter de plus de 50%. Alors, tout cela, ça génère évidemment beaucoup de surqualité, du suréquipement, mais qu'il est quand même possible de rationaliser au travers d'optimisations qui seront génératrices de beaucoup d'économies. Aujourd'hui, chez la quasi-totalité de nos clients, 50% des gains sont réalisés grâce aux optimisations et le reste vient d'une négociation classique. Deuxième levier, le suivi régulier de la dépense. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, les flottes augmentent beaucoup en taille, mais évidemment, au sein des sociétés, personne n'a le temps de contrôler régulièrement cette dépense et c'est pourtant une source d'économie importante. On estime que les gains d'une négociation peuvent être réduits à 0 après seulement 12 mois si le parc n'est pas bien suivi. Troisième levier, la mise en place d'une politique des usages, des best practices. C'est aussi évidemment essentiel pour limiter la dépense de téléphonie mobile. On estime que les entreprises qui mettent en place ce genre de politique pour leur consommation de data à l'étranger, par exemple, peuvent faire baisser cette dépense de environ 20% sans toucher au tarif. Ensuite, hein, donc le dernier levier, la technologie, puisque face à certaines dépenses ou certains utilisateurs, les leviers présentés précédemment ne suffisent plus. Et du coup, la technologie est un bon moyen pour permettre de limiter ces dépenses, notamment sur les postes les plus onéreux, comme l'international. Donc aujourd'hui, il existe des logiciels, par exemple, qui permettent de compresser les données. Et donc du coup, on consomme moins à l'international et on dépense moins. Ça peut permettre aussi de suivre en temps réel les consommations des utilisateurs afin de pouvoir aussi donc intervenir plus rapidement en cas d'excès. Les constructeurs aussi s'y mettent, hein, puisque Apple, avec son dernier OS, donc l'OS 9, permet aussi de mieux maîtriser ses dépenses de data à l'étranger en bloquant l'accès à certains sites, comme par exemple Facebook, si vous ne voulez pas que vos utilisateurs aillent sur Facebook lorsqu'ils sont donc en voyage à l'étranger. Donc plus que jamais, selon nous, une bonne gestion de cette dépense peut être génératrice de création de valeur pour les sociétés. Et donc, en termes d'objets connectés, qui est notre dernier sujet sur la création de valeur, voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a A.T. Kearney et l'Institut Montaigne qui ont travaillé ensemble et qui ont sorti une étude qui indique que dans les prochaines années, il faudra s'attendre à ce que il y ait une croissance de 3,6% du PIB du fait des objets connectés, avec un impact de 50 milliards d'euros. Et Cisco indique il estime que d'ici 2020, il y aura un peu plus de 50 milliards d'objets connectés. Donc là, aujourd'hui, on en est un peu au balbutiement, mais vous imaginez un peu le chamboulement qu'on va avoir de ce fait. Mais on peut dès aujourd'hui retrouver des objets connectés. Je pense que il y a un certain nombre de personnes chez vous qui ont dû voir au moins un match de la Coupe du Monde de rugby. Vous pouvez regarder, alors maintenant c'est un peu trop tard, mais l'équipe de France est équipée d'objets connectés, puisque sur leur maillot, ils ont dans le dos un petit GPS qui va leur permettre en fait, aux médecins de suivre le parcours qu'ils ont fait pendant un match. Ils ont également des capteurs sur eux, de manière à pouvoir voir leur rythme cardiaque. L'ensemble de ces données sont analysées
sur chacun des matchs, et ce qui permet encore d'avoir des modèles un peu prédictifs pour connaître l'état de fatigue du joueur, savoir quand est-ce il faut qu'il sorte parce que là, il risque de se blesser, et quel est l'effort qu'il doit fournir. En plus, quel est l'entraînement qu'il doit avoir pour corriger ses faiblesses. Et tout ça, ça se fait justement grâce à ces fameux capteurs et à des données GPS. D'un point de vue plus business, on a une entreprise qui est la SNCF qui a engagé une forte mutation digitale et on peut le voir dès à présent, puisque lorsque vous prenez votre billet de train, maintenant vous n'avez plus de papier, c'est directement de votre carte, et là encore, s'il y a une application mobile, que vous êtes contrôlé. Mais suite au drame de Bretigny-sur-Orge en 2013, la SNCF a lancé une grande phase, SNCF et Réseau Ferré de France, une grande phase d'audit de ces installations. Et les résultats ont révélé la nécessité de mettre en place des moyens de contrôle et de prévention des risques. Donc, la SNCF entend exploiter les nouvelles possibilités offertes par l'Internet des objets en connectant les rames et les rails du réseau. Et tous ces éléments devront ainsi dialoguer entre eux via le réseau télécom pour améliorer la détection et la correction des anomalies. Ainsi, grâce à ce projet d'objets connectés, la SNCF compte mieux gérer les journées noires avec tous ces retards et ces annulations, et en alertant en fait les équipes de maintenance avant même que l'incident ne survienne, afin de mieux gérer un dévoiement du trafic et que ça se fasse de manière beaucoup plus souple. Donc, avec ce type de solution, vous pouvez voir l'impact vraiment business et les gains que la SNCF va faire, puisque au-delà, on imagine bien que lorsqu'il y a un accident qui se passe, c'est terrible, mais sans aller jusque-là, tous les problèmes quotidiens qu'on a, je ne sais pas si ce sera totalement évité, mais si ne serait-ce qu'on en supprime une certaine partie, ça aura un impact très fort sur la rentabilité de l'entreprise SNCF. Et vraiment, tous les secteurs de l'économie, on parle d'agriculture, même de l'industrie bien sûr, et même de services, je pense à de l'assurance, vont pouvoir s'appuyer sur l'Internet des objets pour développer des nouvelles solutions commerciales et améliorer les rendements et la productivité. C'est vraiment des services à valeur ajoutée et pas simplement un support publicitaire. Et nous, dans notre vie quotidienne, on est de plus en plus sollicité pour avoir des objets connectés à travers les montres qui vont vous donner votre rythme cardiaque et l'application que vous allez pouvoir avoir sur votre smartphone. Voilà, on a de plus en plus d'informations. La domotique aussi est un sujet très impacté par les objets connectés. On voit que ça rentre de plus en plus dans notre quotidien. Ce qu'on peut dire, c'est que le marché n'est pas encore mûr, mais recèle d'énormément de potentiel de croissance. Et c'est dès à présent qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces objets connectés, parce que dans 5 ans, potentiellement votre concurrent en aura. En termes de conclusion, ce qu'on voit, c'est que la téléphonie mobile rentre dans l'ère de la productivité et qu'on n'en est encore qu'au début. Il y a beaucoup de projets qui vont dépendre aussi de l'acceptation de l'intrusion des nouvelles technologies dans notre quotidien. On a bien vu que la RATP avait eu un certain nombre de problèmes avec ses panneaux publicitaires. On imagine bien ce que peut donner le traitement de données un peu personnelles. Mais on voit aussi toutes les opportunités que ça peut générer. Pour nous, pour mener à bien ces projets, il faut bien maîtriser en amont ces coûts, parce que c'est essentiel pour que ces projets s'intègrent vraiment dans la stratégie de l'entreprise, car au départ, il y aura un investissement à mettre. Et si vous avez une bonne maîtrise de vos coûts, vous arriverez à mieux gérer cet investissement et à ce qu'il soit pérenne dans le temps sans dérive importante. En termes de maturité, les sujets suivants vont de manière un peu décroissante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le disait, tout ce qui est collaborateur, c'est un sujet qui est assez développé. On utilise déjà tous des smartphones, le télétravail est de plus en plus en place dans les sociétés. La gestion
On en a parlé, la difficulté dans cette partie gestion, c'est qu'on n'a pas de problème pour négocier. Par contre, on a une problématique un peu plus importante pour gérer l'ensemble du TCO. La partie applicative et elle un véritable tournant où il y a de plus en plus d'entreprises qui en effet commencent à voir l'intérêt de développer des applications ou d'acheter des applications qui vont leur permettre d'être plus proches de leurs clients ou de mieux gérer leur business. Et puis pour terminer, sur tout ce qui est Internet des objets, on en est voilà, au début, mais il faut se poser les réflexions et pousser l'idée aujourd'hui en entreprise. Donc voilà, donc tous ces projets nécessitent un bon accompagnement pour faire émerger un consensus dans l'entreprise qui va permettre de créer de la valeur parce que, comme on vous disait, vous allez devoir parler avec des personnes avec qui vous n'aviez pas jusqu'à présent discuté et il va falloir réussir à faire émerger ce fameux consensus. Voici pour nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on nous demande en fait de creuser un petit peu la partie Internet des objets et le fait que les réseaux, comment est-ce que ça marche en fait. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est on est en fait encore, comme je vous le disais, un peu à l'âge de pierre. On a des réseaux qui ne sont pas encore très clairs. On a un peu une bataille en fait qu'on voit dans l'univers sur ce marché, avec d'un côté ce qu'on appellerait les réseaux cellulaires bas débit et après le réseau classique. Donc le réseau classique est opéré par les opérateurs traditionnels et on va faire l'Internet des objets via du M2M. Et ça, c'est valable lorsqu'il y a pas mal d'informations. Par exemple, nous avons déployé chez JC2Co l'ensemble des cartes M2M qui sont dans les bords de Vélib. Et ces bornes Vélib, en fait, communiquent via le réseau cellulaire GSM classique. Mais ces bornes Vélib sont alimentées en électricité. Et quand vous prenez l'exemple de la SNCF et de son réseau Braille, on ne parle pas de 10 000 cartes SIM ou 20 000 cartes SIM, on parle de centaines de milliers d'objets connectés qui seraient sur ces rails et on ne peut pas forcément trouver une alimentation partout. Donc l'alimentation sera sur batterie. Et il faut que l'objet soit équipé de batterie, qu'on ne doive pas changer tous les 6 mois parce que ça coûte trop cher. Donc là, on est sur des batteries on est sur des objets qui sont à très basse consommation, avec des batteries qui peuvent tenir plusieurs années. Mais l'inconvénient, c'est que les réseaux GSM traditionnels en 900 MHz ou 1800, quelque part, sollicitent beaucoup la batterie et consomment beaucoup de données. Donc il y a une technologie qui est en train d'être développée pour faire de la basse fréquence. Et là-dessus, la France a un leader qui s'appelle Sigfox, qui a levé un peu plus, je crois, de 100 millions d'euros cette année. Il y a un deuxième acteur qui est en fait une alliance entre opérateurs qui s'appelle LoRa, qui s'appelle Long Range, qui est développé par Centec et avec lequel alliance à laquelle adhèrent Bouygues et Orange depuis peu de temps. Voilà. Et il y a d'autres acteurs tels que Covisio, qui est une start-up angevine qui vient de se lancer. Donc on a un secteur qui est en train de mûrir, qui va venir vraiment en compétition des réseaux traditionnels. Le point, ce sera de voir comment ça évolue dans les prochaines années, mais la problématique du réseau est notamment liée au type d'objet connecté qu'on veut. C'est est-ce qu'on a un objet connecté qui nécessite
une consommation importante d'énergie ou pas, qui envoie beaucoup de données ou pas, et ça permettra d'avoir une meilleure vision du réseau qu'il faut utiliser. Alors, on a aussi d'autres questions. Une première, quelle solution Crystal Decision peut-il apporter pour l'optimisation de flotte, notamment en termes d'usage? Donc, j'imagine d'usage à l'étranger, hein, puisque ce sont les usages qui coûtent le plus cher. Et on a donc une deuxième question, je pense, qui est un petit peu liée. Un des centres de coûts difficiles à gérer aujourd'hui concerne les consommations de data hors Europe, US, Canada, renforcées par l'usage de smartphones, usage pro et usage perso bien souvent mélangés. Avez-vous des idées d'optimisation des coûts dans ces zones? Alors, sur ces points, ce qu'on peut vous dire, c'est, on va développer un peu ce que M. Delac vous disait tout à l'heure. C'est alors, il y a plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on fait, alors il y a trois sujets. Nous, on a développé on a trouvé, en fait, on a fait un sourcing fournisseur et on travaille avec des fournisseurs qui, compressent les données data, ce qui permet de réduire fortement le coût de la donnée sans en altérer la qualité. Deux, on a d'autres fournisseurs qui permettent tout en restant avec un opérateur traditionnel tel que Orange, Bouygues ou SFR, de faire transiter la partie voix et data par un autre biais, un autre opérateur qui sera beaucoup moins cher, et ça sans changement d'usage pour le client. Et trois, on a un troisième point qui concerne en fait et qui peut être couplé avec un outil de thème et qui permet en fait de limiter l'usage des collaborateurs à un certain volume de données, en disant voilà, je crée une télécom policy, je dis que telle catégorie de population a le droit de faire 50 ou 100 mégas à l'international parce que ce ne sont pas des utilisateurs réguliers et qu'ils n'ont pas de raison d'être souvent à l'international, et j'accepte qu'ils partent en vacances et qu'ils consomment un peu, mais pas à outrance. Et au-delà de ça, soit je reçois une alerte, soit je suis bloqué automatiquement, et via ma console de thème, je peux leur permettre, s'il y avait une raison valable qu'ils utilisent beaucoup plus, je peux leur libérer de la consommation. Donc là, c'est vraiment, je travaille sur une télécom policy en indiquant à chacun l'usage maximum qu'il peut avoir sur la data, et je suis soit sur un mode préventif en poussant de l'information, soit je peux aller jusqu'à un mode un peu coercitif en disant voilà, je bloque un moment. Il y a aussi possibilité de bloquer dès le départ cette donnée, et nous, ce qu'on préfère, c'est ne pas s'appuyer sur les opérateurs, parce que les opérateurs, ça ne permet pas d'avoir de la flexibilité. Donc, on a une dernière question. Vous avez évoqué la flexibilité, télétravail, biode, etc. Quid de la sécurité de la donnée? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas 50 000 façons pour protéger ces données. Évidemment, la mise en place d'une télécom policy, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la sécurité passe évidemment par la mise en place de logiciels type MDM ou d'autres logiciels qui existent et qui permettent d'identifier les attaques, puisqu'aujourd'hui on voit que on voit de plus en plus d'attaques sur les smartphones, sur les objets connectés. Donc ça passe voilà, obligatoirement par la mise en place de logiciels et qui ont un coût. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons terminer ce webinaire. En tout cas, merci d'y avoir participé. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations ou qu'on puisse échanger en direct avec vous. Merci, au revoir.